Bonjour à tous, c'est Taton, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'endurance et dans cette vidéo, nous allons analyser la balance de performance de la catégorie Hypercar pour les 1000 miles de Sebring 2023 et tenter ainsi, avec les données du prologue qui a eu lieu le week-end dernier, mais également avec celles de l'édition précédente, d'y voir plus clair avant ce premier rendez-vous de la saison 2023 du WEC. La BOP de ces 1000 miles de Sebring est avant tout placée sous le signe de la convergence entre l'IMSA et le WEC, puisque en effet la Porsche 963 et la Cadillac V série R auront exactement les mêmes masses et les mêmes puissances, que ce soit en WEC ou en IMSA. Il a donc fallu équilibrer les autres voitures de la catégorie Hypercar autour de ces deux valeurs de référence qu'ont été ces deux voitures qui participent aux deux courses de ce week-end du Super Sebring, que sont les 1000 miles de Sebring pour le WEC ce vendredi et les 12 heures de Sebring pour l'IMSA samedi. Et donc, c'est pourquoi est-ce que la BOP est différente à Sebring des trois autres manches du WEC qui suivront, c'est-à-dire Portimao, Spa et Le Mans, puisque pour ces trois autres manches, il n'y aura pas cet aspect-là où on aura le WEC et l'IMSA qui érigeront ensemble une BOP commune le même week-end de course. Maintenant, si on s'attelle un petit peu à regarder cette BOP, la première chose qu'on peut remarquer si on la compare à la BOP de 2022 aux 1000 miles de Sebring, c'est que cette nouvelle BOP est plutôt de manière on va dire, indirecte défavorable à Glickenhaus, qui fait en effet les frais de la convergence, puisque cette dernière roule déjà à la masse minimum et à la puissance maximum, car elle est à la limite basse de la fenêtre de performance, quand dans le même temps Toyota a perdu 8 kg et a gagné 11 kW, soit 15 chevaux pour l'équilibrer avec les autres hypercars arrivantes, forcément Glickenhaus, étant déjà au maximum de ses capacités, se retrouve désormais un peu plus loin au niveau du chrono. Et c'est d'autant plus dommage puisque l'an dernier, justement, Glickenhaus avait très bien performé avec une BOP qui était tout simplement parfaite avec Toyota, où les deux voitures avaient exactement le même rythme, notamment en de neuf. Mais voilà, après c'est aussi le risque avec le concept de Glickenhaus qui était justement très proche de la limite basse de la fenêtre de performance, et donc forcément avec les autres hypercars qu'il faut équilibrer, voilà, Glickenhaus s'exposait au fait d'être un petit peu décroché, et malheureusement c'est ce qui semble se confirmer, à voir ce que ça donnera dans les faits. Et comme nous n'avons pas d'autres données à comparer pour les autres hypercars qui débutent toutes en WEC ici à Sebring, excepté la Peugeot 9X8, mais qui elle n'a pas non plus roulé à Sebring, on ne va pas s'amuser à spéculer sur l'impact de la masse minimale ou de la puissance max autorisée pour chaque voiture, puisque pour le coup c'est vraiment des spéculations. Ça aura beaucoup plus intérêt dans les prochaines analyses de BOP de la saison, où là on aura le recul des courses qui auront déjà eu lieu avec des confrontations en piste entre ces différentes voitures pour voir leur force et leur faiblesse. Mais on va quand même s'atteler à quelque chose d'intéressant qui jusqu'ici n'apparaissait pas sur les BOP publiés par le WEC la saison dernière. C'est l'Added Docking Time. Alors qu'est-ce que c'est l'Added Docking Time? En fait, c'est le temps passé en plus à son emplacement au stand durant l'arrêt. Et en fait, ce procédé, il va être on va dire mise en place avec une latence entre le temps de connexion du ravitailleur en carburant et le moment où le carburant va réellement commencer à remplir le réservoir. Et en fait, ce dispositif-là va servir à équilibrer les différentes technologies. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous dit le WEC dans la note qu'il a envoyée pour expliquer cet ajout dans la BOP. Donc en fait, ce qu'on peut voir avec ce système-là, c'est que les voitures qui sont totalement thermiques, c'est-à-dire la Glickenhaus et la Van Wall, on n'aura pas de temps ajouté. Pour les LMDH que sont la Cadillac et la Porsche, on aura une seconde ajoutée. Et pour les trois LMH hybrides, la Ferrari, la Peugeot et la Toyota, on aura une seconde d'ajouter, donc deuxième de plus, que les LMDH. On va maintenant aller jeter un œil du côté de la carte du Sebring International Raceway, puisque vous allez le voir, cette carte va nous servir dans
les minutes à venir pour notamment situer les points forts et les points faibles de chaque voiture. Donc on va un petit peu y revenir, et également elle nous permettra justement de situer, lorsqu'on parlera de meilleur secteur, et bien de quoi et de quelle portion de piste eh bien, est-ce que l'on parle. Donc justement, en parlant de meilleurs secteurs, eh bien, nous y voici. Donc on a un comparatif avec les meilleurs secteurs de 2022, donc ça c'était les qualifications. Là, pour 2023, il s'agit de la session 3 du prologue, donc c'était dimanche matin à Sebring. C'est là qu'on a le plus de temps représentatif finalement, et après je vous expliquerai pour les voitures qu'on fait mieux que ça sur d'autres séances, pour vraiment vous donner toutes les performances qu'ont été en mesure de réaliser les voitures. Et donc justement, eh bien, pour comparer avec 2022, tout d'abord, la chose qui est intéressante de constater, c'est que la différence de temps qu'il y a eu entre le prologue et la qualif était de 1 seconde 2. Donc on verra si eh bien, on aura une aussi grosse différence cette année. En tout cas, si c'est le cas, eh bien, ça veut dire que les hypercars seront en mesure eh bien, de passer sous la minute 47, même quasiment sous la minute 46 en qualif. Donc ça, ce serait quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais maintenant, eh bien, si on regarde les temps autour, pour être un peu plus exact, de eh bien, la session 2023 du prologue, eh bien, on peut constater que Toyota est très à l'aise sur ce circuit de Sebring. Donc cette GR010 Evo eh bien, maîtrise à la perfection les trois secteurs, et c'est quand même quelque chose d'assez intéressant de noter, puisque eh bien, cette voiture a quand même la masse la plus élevée de toutes les hypercars qui vont participer à cette course. Donc comme quoi, le fait d'avoir la masse la plus élevée ne l'empêche pas d'être extrêmement à l'aise sur le tracé floridien. Et l'autre chose qui est intéressante de noter, c'est que eh bien, apparemment Toyota n'a pas fait de simulation de qualif durant le prologue. Donc dans ce cas-là, ça veut dire vraiment que Toyota aurait du potentiel encore, on va dire, sous le pied. À voir ce que ça va donner eh bien, dans les faits lors de la séance de qualification eh bien, dans la nuit de jeudi à vendredi pour nous en France. Après avoir parlé de Toyota, passons désormais à Cadillac, qui a comme tour optimum sur une autre séance que celle que l'on a d'afficher ici, à 1 minute 48,4, ce qui la place en deuxième position au niveau des chronos, eh bien, faite par toutes les différentes hypercars. Et en fait, eh bien, le fait que Cadillac, qui a un châssis Dallara, soit allé sur le tracé floridien, c'est pas vraiment une surprise, puisque, eh bien, on le sait, les châssis Dallara ont toujours été très performants sur les circuits bosselés grâce à leur rigidité, et ce nouveau prototype qui a été produit par Dallara ne semble pas déroger à la règle au vu de la facilité avec laquelle la Cadillac eh bien, s'est acclimatée au tracé de Sebring. On passe maintenant à l'autre LMDH, c'est-à-dire la Porsche qui, elle, eh bien, perd son temps autour de manière régulière et finalement de manière assez similaire à la Cadillac, mais en fait elle est juste un poil plus lente eh bien, que cette dernière. Mais sinon, on peut aussi noter eh bien, justement que les deux prototypes de la réglementation LMDH sont assez proches entre eux, donc ça c'est quand même aussi quelque chose d'intéressant à noter. Maintenant, on passe eh bien, à Peugeot qui semble en difficulté, et là aussi, c'est pas vraiment une surprise, puisqu'en effet, son concept aéro qui est basé sur l'effet de sol eh bien, peut difficilement fonctionner à Sebring à cause des bosses, puisque en effet, Peugeot est obligé de rouler plus haut que eh bien, tous ses concurrents qui utilisent des fonds plats classiques, et donc eh bien, à cause de cela, eh bien, Peugeot obtient moins d'adhérence de son concept. Les mots de la Peugeot 9X8 que je viens de vous décrire en fait sont assez visibles ici sur cette photo de face à un endroit précis pour chacune des hypercars, à part la Glykenos où la photo a été prise à un endroit différent. Mais c'est pas le plus intéressant, vraiment ce qui est intéressant de remarquer en fait c'est que la Peugeot roule quelques centimètres plus haut que toutes les autres hypercars, et donc eh bien, à cause de cela forcément la Peugeot génère moins de grippe aéro et donc forcément réussit moins à être rapide sur un tour. Cela confirme également eh bien, le fait que, comme on avait pu le constater lors de la saison dernière en WEC, pour que la Peugeot soit performante, eh bien, cette dernière a besoin d'un billard. Donc eh bien, sur les tracés où on aura vraiment le moins d'aspérité à la route, eh bien, la Peugeot devrait être vraiment très performante. Mais sinon, eh bien, pour revenir sur les différents secteurs, Peugeot est quand même assez à l'aise dans le troisième secteur, et là aussi en soi c'est pas quelque chose
qui est anodin, puisqu'en effet, déjà l'an dernier, on avait pu constater que la Peugeot était assez forte dans les virages à grande vitesse, et ça semble se confirmer puisque le secteur 3 qui est composé majoritairement de virages à grande vitesse, et bien justement la Peugeot parvient vraiment à émerger à ce niveau-là. Si on regarde au niveau de la feuille des temps, voilà, la voiture est deuxième pointée au niveau du secteur 3, donc ça vous montre vraiment que la voiture a quand même du potentiel sur certaines parties de la piste. On passe maintenant à Ferrari qui a un tour optimal et bien sur une autre séance du prologue en 1 minute 48,9, ce qui la place donc un peu plus haut que le temps qu'elle a réalisé sur la séance qui vous est affichée ici. Mais ce qui est surtout intéressant à noter en fait, c'est que Ferrari perd on va dire la majorité de son temps au tour dans le secteur 3. Donc ça c'est quand même quelque chose que j'ai un peu de mal à m'expliquer, surtout qu'elle est à l'aise dans le secteur 1 et 2. Donc peut-être que cette voiture, à l'inverse justement, son point faible, c'est peut-être justement les virages rapides, les virages à haute vitesse. Donc à voir. En tout cas, ça pourrait être intéressant dans l'optique d'un duel entre la Ferrari et la Peugeot, puisque vu qu'elles sont assez proches en temps autour, peut-être qu'est bien justement on aura la Peugeot qui va faire son temps autour dans les virages rapides, alors qu'à l'inverse, la Ferrari, elle le fera plus peut-être dans les lignes droites, ce qui semble être une de ses forces, mais également dans les virages avec des vitesses de passage plus faibles. Après avoir parlé des équipes usines, on passe désormais aux équipes privées, en commençant par Van Wall, qui est un peu en retrait, mais quand même assez proche de Peugeot et Ferrari, et surtout bien plus proche que ne l'était sa LMP1 face aux autres LMP1 privées contre lesquelles elle courait, puisqu'en général l'écart se chiffrait à minimum 1 seconde, alors que là, l'écart entre le meilleur tour de la Van Wall et on va dire les autres hypercars devant, il y a seulement quelques dixièmes, donc vraiment c'est un autre monde, et là vraiment Van Wall est dans le coup pour on va dire jouer les troubles faits face aux hypercars d'usine qui seront les plus lentes. Et enfin on va finir ce récapitulatif en hypercar avec Glykenos. Et donc pour revenir sur l'an dernier, qui est quand même une base assez intéressante pour Glykenos, on peut voir qu'ils ont quand même un sacré potentiel, puisque alors là donc du coup c'était leur temps en qualif, mais surtout ce qui m'intéresse moi c'est le temps qu'ils ont fait en course. Leur meilleur tour en course possible était un 1 minute 49,5, et donc si Glykenos réussit à retrouver le potentiel qu'ils avaient l'an dernier, si on regarde dans ce classement là, ça les place tout simplement à la bagarre avec Van Wall, et pareil en embuscade derrière les équipes hypercar d'usine qui sont un petit peu en difficulté, et ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc j'espère qu'ils vont retrouver leur rythme pour qu'on ait vraiment une très belle bagarre sur l'intégralité du peloton hypercar. Avant de passer aux vitesses de pointe, je vais vous donner un petit fait intéressant que j'ai trouvé, c'est que les meilleurs LMP2 font des temps tout simplement similaires au pire des hypercars dans le secteur 1. C'est dû au fait que les LMP2 sont extrêmement rapides dans les virages à haute vitesse, et le premier virage est un virage à très haute vitesse à Sebring, et donc c'est pour ça que les LMP2 parviennent à faire jeu égal dans le secteur 1 avec les hypercars. On passe maintenant aux vitesses de pointe, et la première chose que l'on peut remarquer, c'est que l'intégralité des engagés en hypercar cette année sur ces 1000 miles de Sebring sont extrêmement rapprochés au niveau de leur meilleure vitesse max, et ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Vraiment je me serais attendu à de gros écarts, notamment qu'on avait pu le voir à Daytona entre les différentes voitures, mais là non c'est pas le cas. Tout se tient en moins un peu plus de 3 km/h, et ça c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Toutes les voitures donc semblent se valoir. Il y a quand même quelques petits détails sur lesquels on peut revenir. Tout d'abord, la Peugeot semble avoir corrigé son problème de manque de vitesse de pointe, et ça c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à notifier. La deuxième chose, c'est que je pense que Cadillac et Van Wall manquent un petit peu de vitesse de pointe. Alors pour Cadillac c'est très simple, en regardant les 24 heures de Daytona en janvier dernier, on a pu se rendre compte que notamment face à la Porsche 963 qui courissait, la Cadillac avait un petit manque de vitesse de pointe, donc à voir si ça se confirme ici ou pas. Et pour la Van Wall, j'ai tout simplement l'impression que cette voiture, il faudrait un poil de puissance en plus. On verra dans les faits si mon intuition était la bonne ou pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que même si ces deux voitures là manquent de vitesse de pointe, c'est quand même relativement serré comparé aux autres voitures. Et sinon si on compare à 2022, on peut se rendre compte que on peut quand même aller plus vite, puisque la Toyota qui avait moins de puissance en 2022 a manqué d'aller taper 300 km/h en ligne droite,
à 0,1 km/h près. Donc là aussi, avec une bonne aspiration, je pense qu'on a moyen de taper pour le coup les 300 km/h pour cette édition 2023. L'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que la différence de vitesse de pointe entre les LMP2 et les hypercars, elle est chiffrée à 20 km/h. Voilà donc pour la différence à laquelle on peut s'attendre entre ces deux catégories en ligne droite. Voilà, on a désormais fait le tour de cette BOP Hypercar pour la première manche de la saison. Moi en tout cas, j'espère que cette première analyse de BOP en Hypercar vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu si tel est le cas, car ce format, il reviendra avant chaque course du WEC pour cette saison 2023, accompagné de d'autres vidéos sur l'endurance au cours de l'année. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!